Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre. Aujourd'hui, je reçois Christine Dubois, avec qui nous allons parler dépression, anxiété, malaise. Bonjour Christine. Bonjour. Ça me fait plaisir de pouvoir partager avec toi aujourd'hui. Moi, j'avais eu la chance de te rencontrer il y a quelque temps dans un salon et j'avais pris connaissance de ton livre que j'ai lu aussi. Et donc, c'est pour ça que j'avais décidé de te demander, voir pour faire un suivi maintenant avec toi sur le sujet de l'anxiété et la dépression, parce que tu étais quand même assez bien placé pour nous parler du sujet, parce que c'est quelque chose qui a fait partie de ta vie pendant très longtemps. Tout à fait. Ça a fait partie de ma vie je dirais, peut-être de l'âge de 4-5 ans, aller jusqu'à 27 ans lorsque le mot anxiété générale est rentré dans ma vie. Et 3 ans plus tard, ça a été le mot dépression. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça parce qu'à l'époque, ça fait quand même 20 quelques années de ça. À l'époque, le mot anxiété, on n'entendait pas parler comme on entend parler aujourd'hui. Donc, moi, j'avais des gros mal de ventre m'apportant à des diarrhées, même à des pertes de conscience. Mais je savais pas qu'est-ce que j'avais. Moi, je mettais souvent ça sur le dos de la nourriture, puis graduellement, après avoir passé des tests au niveau médecine générale, ils ont découvert que j'avais rien. Tout était beau, sauf que mes crises, j'en avais encore et j'en avais la nuit. Puis c'est là que moi, j'ai poussé les recherches et c'est là que le mot anxiété générale rentré dans ma vie était confirmé par mon médecin de l'époque. Et 3 ans plus tard, ben, ça a été le mot dépression. D'accord. Parce que souvent, c'est ça, l'anxiété, des fois, ça peut être large, ça peut prendre beaucoup de place. C'est comme toi, ça créait tellement d'anxiété que c'était des problèmes physiques qui en résultaient. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, l'anxiété, elle est juste un petit peu, juste peur de se faire confiance. Déjà là, il y a une petite anxiété. Moi, je travaille en soins Tout à fait. énergétiques et on le voit sur les gens, quelqu'un qui est de plus en plus décentré d'avec lui-même, déconnecté d'avec lui-même, va faire de plus en plus d'anxiété. Des fois, ça commence très petit, mais l'anxiété va prendre de plus en plus de place, qui peut emmener la personne soit à une dépression, soit à un burn-out, des choses comme ça. Mais la chose la plus importante, je pense, qui est à comprendre à travers ça, c'est la déconnexion un peu avec soi-même. Parce que la personne n'est pas nécessairement assez solide avec elle ou n'est pas nécessairement assez à l'écoute d'elle-même non plus. Parce que des fois, ça peut être quelqu'un qui est très solide avec lui-même, mais que se met tellement de pression, de performance pour être aimé, pour être accepté, que ça peut l'emmener dans des fois une dépression ou un burn-out parce que les symptômes se ressemblent aussi un peu. Au niveau énergétique, les symptômes sont un peu les mêmes. Puis au niveau physique, ça peut emmener aussi un peu les mêmes symptômes. Donc l'important, c'est Oui. vraiment d'apprendre à être à l'écoute de soi. Et toi, c'est un peu de cette façon-là que tu en es venu avec le médecin à avoir ce diagnostic-là parce que cette anxiété-là prenait énormément de place dans ta vie, je crois. Oui, parce que moi, je vivais de l'anxiété, comme tu disais tantôt, il y a différents niveaux d'anxiété. Disons que moi, c'est comme si, lorsque j'avais des crises, c'est comme si le stress était rendu tellement intense que la façon que mon corps avait, d'une certaine façon, de l'expulser, c'était par des diarrhées, des étourdissements, l'hyperventilation. C'était un peu ça. Le stress était là, ça faisait comme une grosse boule, pouf, il fallait que ça sorte. Fait que c'était la façon que mon corps avait choisi de l'expulser. Mais, tu sais, moi, c'était, tantôt, tu parlais de peur, de peur, mettons, tu vas passer un examen, tu vas aller rencontrer quelqu'un que, tu sais, je veux dire, il y a quand même une certaine prestance. Ça peut que ça fait un stress, une chicane entre amis, un examen d'école, toutes des choses comme ça qui vont faire en sorte que tu vas avoir une anxiété, mais elle va être à différents niveaux. Moi, dans mon cas, quand la machine partait, de la façon que je l'avais de l'expliquer, c'était difficile à arrêter parce que c'était comme du tangible. Je te donne un exemple. À l'époque, mon conjoint, je savais à quelle heure qu'il partait, mais je ne savais pas à quelle heure qu'il revenait. Donc, dans ma tête à moi, s'il retardait d'1 heure, c'était quand même pas si pire. 1 heure et demie,
encore pas si pire, mais 1 heure, 3 heures, 2 heures, là, ça commençait à partir la machine. Donc, un coup que la machine était partie, c'était, qu'est-ce qui va arriver? Et les polices vont-tu venir me dire que mon mari est mort? Comment je vais faire pour élever mes enfants? Puis là, ça commence, là. Puis là, c'est dans ma tête, mais c'est dans tout mon corps aussi. Tout le corps réagit à ça. Puis quand il arrive, lui, il est là, puis qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais en crise de larmes parce que je le voyais mort. C'était vraiment, là, c'était rendu du tangible dans ma vie. Fait que c'était ça qu'il a fallu que j'apprenne au fil des ans à contrôler ces crises-là, puis à contrôler la machine pour l'amener plus dans le rationnel. Parce que moi, je partais dans l'irrationnel au maximum avec l'anxiété. Oui, bien, avec ça, souvent, C'est ce qui arrive, c'est ce que, je vais dire en thérapie, nous autres, la façon qu'on va appeler ça, c'est que c'est quelqu'un qui vit un peu dans son illusion. C'est pas parce que tu es complètement, je vais mettre en parenthèse, mais la personne, elle n'est pas folle en tant que telle, mais elle vit non. tellement dans son émotion, dans son illusion, que c'est très facile de se faire croire, tu sais, comme si je reprends l'exemple de ton conjoint, ben il arrive en retard, tout de suite la machine part, il est arrivé quelque chose? On voit toujours le pire. Tu sais, au lieu Tout à de fait. dire, ben non, regarde, oui, s'il y a peut-être quelque chose qui est arrivé, mais tout de suite, le mental embarque et c'est comme une roue d'hamster. Ça commence petit, mais plus ça va, plus ça grossit, plus ça prend de place. Puis le hamster, c'est comme s'il court de plus en plus vite pour vivre dans cette illusion-là et on n'arrive plus à d'en sortir, même si des fois on voudrait dire, ben non, je vais être rationnel, je vais me calmer, mais parfois ça vient que ça prend tellement de place qu'on aura bien beau essayer de se rationaliser, on n'y arrive pas tout simplement. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas fin, on n'est pas beau, on n'est pas intelligent, mais c'est le mental qui, je vais dire, il fait du temps supplémentaire. Tu sais, il aime ça, lui, Tout te à fait. faire des accroires, là. Puis que c'est comme si c'était vrai, puis on vit dedans. Tu sais, je vais donner un exemple que je donne souvent dans les conférences. C'est pas nécessairement en lien avec la dépression, mais ça donne une bonne idée. Tu sais, c'est souvent, mettons, je vais donner l'exemple qu'il y a une personne qui travaille dans une usine. Bien, cette personne-là a tendance à avoir des peurs, puis pas se faire nécessairement confiance, puis avoir peur du futur, il y a des choses comme ça. Et que cette personne-là se fait dire, bon ben là, notre carnet de commandes est assez bas, on ne sait pas si on va avoir du travail peut-être la semaine prochaine ou l'autre, parce qu'on n'a pas beaucoup de commandes. Et cette personne-là va rentrer dans ses peurs. Et ce que ça va faire, sa petite roue de hamster, ben elle va lui dire, ah oui, mais non, c'est sûr que la semaine prochaine, on n'a pas de travail. Puis là, si on n'a pas la semaine prochaine, on n'aura peut-être pas la semaine d'après. Puis là, cette personne-là, la roue vient tellement grande que là, c'est plus juste se dire, hey, j'aurai peut-être quelques jours de congé la semaine prochaine. Ça devient, ben là, j'ai plus d'argent pour payer ma maison, j'ai plus d'argent pour faire vivre ma famille. Puis cette personne-là va se voir itinérant à vivre dans la rue. Et elle passe peut-être toute la semaine à faire de l'anxiété comme ça, puis se voir perdre son travail, se voir tout perdre dans sa vie, mais qui va rentrer au travail le lundi matin, puis whoop, il y a un contrat qui est rentré et que les choses se placent. Donc, toute cette semaine-là que la personne a pris à vivre dans ses peurs, dans son anxiété, c'est très, très grugeant aussi énergétiquement. Donc, la personne finit la semaine brûlée, fatiguée, puis c'est pas parce qu'il a travaillé des 100 heures dans sa semaine, c'est ses émotions qui sont venues le brûler parce que le mental a vraiment pris trop de place. L'anxiété, c'est un peu ça, ça fonctionne un peu de la même façon. Tout à fait. C'est exactement. Je t'écoutais parler, puis tu sais, je le voyais, je le visualisais, puis je le ressentais même. Parce que c'est exactement ça. C'est qu'on dépense tellement d'énergie à se questionner, à savoir comment qu'on va faire pour, mais souvent, ça n'arrive pas. Ou ça n'arrive pas du tout comme on aurait pensé que ça arriverait. Tu sais, je te donne un autre exemple. Moi, quand, mettons, j'étais au centre commercial, je me promène, je vois un groupe de gens qui rient automatiquement, dans ma tête à moi, ils rient de moi. Mais sauf que je les connais pas. Fait que ça se peut qu'ils rient pas de moi. Fait que là, je me dirige dans une chambre de bain, je vais tout vérifier si tout est correct pour être sûr que j'ai pas rien qui pourrait provoquer un rire comme ça.
Là, un coup, j'ai été me sécuriser, après ça, je reviens, puis je suis comme correct. Sauf que je réalise, en prenant du recul, que ces gens-là, ça se peut qu'il y ait juste du fun, tu sais. Mais tu sais, quand on est, en tout cas dans mon cas, quand je vivais beaucoup d'anxiété, ces moindres petits détails-là, ça pouvait assez pour déclencher. Tu arrives en retard, tu as un film à aller porter, juste à penser que tu es en retard pour ton film, que la personne va te dire ça, tu as peur d'être humilié, tu as peur de ci, tu as peur de ça, tu n'oses même pas aller porter ton film parce que tu es en retard. C'est pas grand-chose, là. C'est juste un film, tu as peut-être 10 minutes, 15 minutes. Mais quand que la machine à part, puis comme tu dis, que l'hamster se met à tourner vite, 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 c'est pas évident de l'arrêter, tu sais, parce que c'est justement au niveau mental que c'est très, très, très actif. Fait que quand je suis arrivée comme dans la phase de la dépression, ce que ça l'a fait, c'est que ça m'a apporté à devoir prendre des médications. Puis ces médications-là que j'ai pris, parce que j'en ai pris deux sortes, ça a été un outil incroyable pour amener à apaiser ça, tout ce stress-là, ce mental-là qui fonctionnait full pin, là, excuse l'expression, mais vraiment tout le temps. Fait que ça l'a comme amené un certain apaisement. Fait que là, j'étais comme capable d'entreprendre des démarches par la suite. Parce que mon cerveau avait pris un petit off, tu sais, un petit break. Fait que ça m'a permis de dire, bon, OK, on va aller suivre une thérapie, suivre une deuxième thérapie. J'avais commencé à écrire. Fait que, tu sais, il y a tout plein de choses qui se sont passées par la suite, mais c'est qu'il a fallu que j'en prenne conscience. Comme tu disais tantôt, il a fallu que je sois à l'écoute de mon corps. Puis ça, c'est une des belles choses que j'ai eues comme séquelle ou comme avantage d'avoir vécu la dépression, c'est que j'ai appris à être encore plus à l'écoute de mon corps. Fait qu'aussitôt qu'il y a un petit signe qui part, j'essaie de OK, on revient. Ça se peut. Ça se peut que les gens rient, ça c'est pas de ma faute. Fait que c'est correct. Fait que je les laisse rire à cette heure, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça que moi j'ai compris avec le temps aussi. Oui, puis souvent, justement, c'est ça, les gens ont tendance à le prendre sur leurs épaules parce que ils vivent tellement de dévalorisation à l'intérieur d'eux de différentes façons qu'ils se sentent toujours coupables. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Est-ce que j'étais correct? Etc. Fait qu'ils ont tendance à toujours leur virer vers eux-mêmes, ce qui fait qu'ils ramènent encore plus de pression vers eux-mêmes. Et c'est pour ça que certaines personnes des fois, vont commencer par vivre de l'anxiété qui peut les emmener à une dépression, mais parfois, cette dépression-là peut aussi emmener au suicide parce que j'en ai vu plusieurs, moi, dans ma vie, où ce que, oui, c'est arrivé jusque-là parce que la personne se dévalorisait et à chaque fois qu'il arrivait des choses dans leur vie, ben, au lieu de chercher une solution, de se prendre en main, continuait de caler de plus en plus jusqu'à ce qu'à un moment donné, la souffrance devient tellement grande parce que pour qu'ils en arrivent là, ils n'en voient plus de solution. Pour eux, c'est la seule façon d'en finir, de mettre fin parce que la souffrance est tellement grande que peu importe ce qu'on peut essayer de faire ou de dire, parfois, ça ne fonctionne pas. La personne ne voit plus clair dans ses émotions parce que au niveau énergétique, que son corps émotionnel, son corps astral, ou ce que c'est toutes les émotions, le corps devient hyper chargé. C'est comme si on veut l'imaginer, c'est comme s'il y avait un grand nuage noir tout autour de la personne et j'arrive plus à voir clair. Toi, tu vas quand même décider de consulter et quand je rencontre des cas comme ça en thérapie, c'est sûr que je recommande toujours qu'il y ait un suivi médical parce que oui, on peut les travailler en soins énergétiques, on peut, moi je travaille aussi en médecine de l'âme, donc on peut les aider dans ce côté-là, mais en ayant une médication qui vient aider à calmer le mental, va faire que après, oui, on peut entreprendre des thérapies qui vont être encore plus significatives ou qui vont apporter encore plus un bien-être parce que justement le mental s'est calmé assez pour qu'on puisse aider la personne à comprendre davantage aussi. Donc, c'est pas une honte de demander de l'aide, au contraire, c'est de dire j'accepte de me prendre en main, j'accepte de voir que oui, j'ai une difficulté, mais que je n'ai pas à rester dans cette difficulté-là et oui, je peux aller chercher de l'aide, ce qui est malheureusement souvent les gens n'osent pas nécessairement demander.
parce que la honte de comment je vais être vue, comment je vais être perçue, comment je vais être jugée, etc. Est-ce que toi, tu as eu cet aspect-là d'avoir peur du jugement suite au diagnostic? Je vais te dire que dans mon cas, lorsque j'ai vécu la dépression, parce que l'anxiété, ça, j'en parlais pas comme tel, mais lorsque j'ai vécu la dépression, ça a été tellement radical, tous les changements qui se sont passés dans ma vie, que j'avais pas de honte à dire aux gens. Je sais pas pourquoi, mais au contraire, moi, j'étais comme fière peut-être de dire, enfin, j'ai un mot qui fait en sorte que je le sais, je voyais que mon parcours, c'est là qui m'amenait, mais moi, j'avais pas honte. Sauf que quand je parlais avec des gens avaient un effet de recul. Comme si j'aurais eu la grippe, là, puis que j'aurais toussé, puis il avait peur d'attraper, tu sais. Vraiment, un effet sur le même principe. Tu sais, des fois, tu vas voir une personne, tu vas lui dire, tu vas arriver, tu as la grippe. Ah non, moi, touche-moi pas, je veux pas attraper la grippe, tu sais. Fait que c'est un peu sur le même principe. Mais moi, non, j'en parlais assez ouvertement de la dépression. Puis, je me disais, ben, c'est peut-être parce que moi, j'avais, j'avais besoin de sortir ça, tout ce que je vivais depuis des années. Puis ce que ça l'a fait aussi, c'est que les gens, ben, ils ont commencé à me voir aller, puis voir tout le cheminement que je faisais. Puis il y en a qui m'en parlaient pas du tout, mais j'ai tombé dans une phase d'hyperactivité cérébrale assez intense. Puis les gens me voyaient aller, ils embarquaient dans mes projets. Pas personne qui me disait que c'était pas correct ou j'étais vraiment très, 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 très vite, là. Ça roulait aussi vite que je parlais. Mais ça a été le bouton déclencheur de plein, plein de choses dans ma vie. Puis ça a été même, je te dirais, dernièrement, je l'ai réalisé que ça a été le début de mon éveil de conscience. C'est à partir de ce moment-là, une médication qui n'était pas adaptée à ma réalité de l'époque a fait en sorte que c'est là, à partir de ce moment-là, que ma conscience est ouverte, puis il n'y avait plus rien à mon épreuve. J'ai pas pris des antidépresseurs pendant longtemps, mais le temps que j'en ai pris, ça a été assez pour débloquer tout ce qui avait à débloquer. En tout cas, peut-être pas tout parce que je suis en cheminement tout le temps, mais ça l'a débloqué une partie de mon cerveau pour m'amener à prendre conscience de la personne que j'étais à l'intérieur de moi, puis qui demandait juste à éclore. Puis là, ben, c'est ça. Avec tous les projets que j'ai partis, mon livre que j'ai fait, les conférences que j'ai commencé à donner, ben, ça l'a juste fait un bouquet encore plus fleuri de connaissances. Si je Oui. peux l'expliquer dans ce style-là, là. Oui, puis effectivement, tu sais, il faut un peu être à l'écoute parce que tu dis que ça t'a emmené dans des ouvertures de conscience. Il y a des gens que les ouvertures de conscience vont se faire à travers des deuils, mais la maladie, peu importe la maladie qu'on va avoir, c'est toujours pour nous aider à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma vie, dans mes émotions et dans mes pensées. Donc, peu importe notre porte de rentrer au niveau d'ouverture de conscience, de spiritualité. Comme je dis, il y en a que ça va passer par la maladie, il y en a que ça va passer ça peut passer par une dépression, ça peut passer par des malaises physiques aussi. Mais c'est, je vais dire, d'être à l'écoute de soi parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma vie, tout simplement, et d'aller voir où est ce problème-là. Parce que parfois, je vais rencontrer des gens en thérapie, puis moi, soit je vais aller travailler en lecture de l'âme, qui est d'aller lire ce qui est dans leur énergie, d'aller voir ce qui se passe au niveau de l'âme pour voir, les aider à avancer et à cheminer. Et parfois, j'ai des gens qui vont venir, puis je vais leur parler, bon, ben, d'un tel sujet ou d'un tel deuil ou d'un tel événement qui est arrivé dans leur vie. Et puis, ils vont me dire, ben non, cet événement-là, c'est correct, c'est passé, c'est guéri. Pour moi, c'est réglé. Mais quand on va voir au niveau énergétique, ben des fois, c'est pas réglé. C'est comme s'ils l'ont juste tassé, qu'ils l'ont mis en arrière d'eux. Et éventuellement, ça revient. Donc, des fois, ça peut revenir justement dans des dépressions parce que s'il y a beaucoup de manque de confiance, il y a beaucoup de manque de solidité, parce que c'est beaucoup tout le lien avec soi-même à travers ça. C'est de travailler beaucoup la solidité avec soi. Puis, je vais revenir un peu sur ta médication parce que justement, toi, tu avais eu besoin de voir un changement de médication parce que même si tu étais sur une médication que le médecin avait ordonnée, ce que ça t'avait emmené, c'est d'être tout le contraire. C'est-à-dire que
autant tu étais dans un état dépressif, mais que la médication avait fait que là, tu étais dans une mode hyperactive. Tu n'arrêtais plus à un moment donné. Là. On le voit à travers ton livre, que les gens te proposaient des sujets ou des idées, puis c'est ah oui, tout de suite, t'embarquais, puis là, on part plein de projets, puis t'arrêtais plus. Là, c'était vraiment tout l'inverse. Mais c'est la médication aussi qui faisait ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut être très à l'écoute. Si on voit que ben, oui, je fais le mieux, mais si ça m'emmène dans un état complètement contraire, ben, tu sais, d'en parler au médecin ou d'en parler avec quelqu'un qui va être spécialisé un peu dans le domaine pour pouvoir voir est-ce que, oui, effectivement, il n'y aurait pas quelque chose d'autre aussi autour de ça. Parce que tu aurais pu très bien Oui. dire, moi, je continue là-dedans, je continue à rester dans l'hyper-performance, puis tout ça, parce que tu te sentais mieux, tu n'étais plus nécessairement dans le côté dépression. Sauf que travailler l'autre côté, ça n'aurait pas été mieux non plus, parce que tu t'aurais épuisé et emmené dans un burn-out, parce que là, tu aurais trop performé, tu aurais été au contraire de ce que tu cherchais, dans le fond. Là. Ben moi, je vais te dire que justement, qu'est-ce que ça a fait, c'est que j'ai commencé avec une médication, puis habituellement, quand tu commences à prendre des antidépresseurs, ça prend à peu près 1 mois avant que l'effet se fasse sentir. Mais moi, le fait que j'avais un enfant en bas âge avec moi a fait en sorte que j'ai négligé de me reposer. Fait que cet antidépresseur-là que j'avais commencé à prendre n'a pas eu le temps de faire son effet. Sauf que le médecin, quand ça s'est mis à tourner, parce que justement, j'avais négligé de me reposer, a fait en sorte qu'il m'a dit, ben garde, peut-être que le médicament que je t'ai donné n'est pas adapté, fait qu'on va te donner une autre sorte. Mais c'est cette sorte-là qui a comme poussé mon hyperactivité, parce que je suis déjà une personne à la base qui bouge beaucoup. Je suis une fille qui est pas capable de rester assise, il faut qu'elle travaille tout le temps. Je suis une fille d'action. Mais cet antidépresseur-là, qui habituellement est donné aux personnes qui sont plus calmes de nature, pour justement les monter, moi, ça m'a encore monté encore plus. Fait que je suis devenue en hyperactivité cérébrale. Puis comme tu disais tantôt, c'était vraiment très difficile parce que moi, étant donné que mon cerveau fonctionnait tout le temps, 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 il prenait jamais de pause, je ne pouvais pas dormir la nuit parce que j'étais toujours en activité. Puis mon médecin, les médicaments qu'il m'avait donnés pour aider à dormir, j'avais le droit d'en prendre une pilule par jour, par nuit. Fait que moi, étant donné que mon cerveau il était beaucoup, beaucoup, beaucoup stimulé, une, c'était pas assez. Il m'en fallait au moins 2, puis des fois même 3. Fait que si j'en prenais 3 ou 2 par jour, le soir, ça veut dire que je t'ai fait 10 jours, 10 ou 15 jours. Fait que là, c'était soit que je dormais beaucoup ou que je me coupais ça ou que je prenais ma pilule par jour mais que je dormais pas. Fait que, tu sais, ça fait qu'à un moment donné, tu cherches, tu veux dormir, tu as besoin de te reposer pour donner un break, mais il n'y a rien qui t'amène à un certain apaisement. Puis c'est en allant parler avec mon pharmacien que c'est lui qui m'a fait découvrir que la médication que j'avais n'était pas adaptée, parce que je disais, ça n'a pas de bon sens. Ma tête est en train de sauter tellement que ça bouille là-dedans, mais ça m'a fait apporter des projets incroyables. J'ai parti tellement d'affaires dans une courte période. Puis c'est ça qui a fait comme éclos. Puis la façon que je l'explique aussi, c'est comme si, avec toutes les années d'anxiété, avec la dépression qui a comme été l'apothéose d'une certaine façon, c'est assez spécial de dire ce mot-là, mais c'est vraiment ça ce qui s'est passé. C'est comme si j'étais prisonnière d'une poupée russe depuis des années. Veux pas, mes croyances, les peurs d'un peu partout, les fausses idées qu'il y a un peu, puis ça faisait comme une couche quand même assez épaisse. Lorsque j'ai vécu la dépression, c'est comme si toutes les couches avaient brisé en même temps. Puis à l'intérieur de la petite dernière, il y avait comme une pousse, mais qui était pris dans cette cocon-là, de toute cette lourdeur-là, puis qu'elle a dit, moi, il faut que je sorte. Là, mais quand elle a décidé de sortir, elle a vraiment décidé de tout laisser sortir son feuillage, puis là, regarde, moi, il faut que je bâtisse des projets. Fait qu'à partir de ça, il n'y avait plus rien à mon épreuve. C'est bon. Puis ça a fait que j'ai parti des comités, j'ai parti des associations, je me suis impliquée dans divers conseils d'administration, mais j'ai pas été tout le temps en dépression, là. Ça a été juste un temps. Ouais. Puis tu as commencé avec la médication pour t'aider, mais est-ce que tu as aussi utilisé d'autres techniques pour pouvoir t'aider à t'en sortir? Parce que c'est pas juste par la médication en tant que telle, tu as fait un travail sur toi, tu es allé chercher de l'aide, des ressources aussi, là.
Oui, ben, m'a dit que bon, l'antidépresseur a fait son travail qu'il avait à faire. Moi, j'ai réalisé qu'il fallait que j'apprenne à me respecter, à m'aimer. Fait que le changement dû à cette médication-là a été assez radical et assez puissant. Mais comme tu disais tantôt, quand on vit ça, notre corps nous parle, il faut être à l'écoute de notre corps. Puis souvent, moi, en tout cas, par après, je ressentais comme une grande fatigue. Je commençais à faire de l'insomnie parce que c'est pas parce que tu guéris d'une dépression que tu seras jamais sujet à refaire une dépression. Comme tu parlais tantôt, c'est que si tu as des choses que tu n'as pas réglées, ça revient parce qu'il faut que tu les règles à un moment donné. Il faut que tu essaies. En tout cas, moi, dans mon cas, ce que j'ai découvert, c'est que la base, il fallait que je le voir, c'était où. Puis je me suis fait faire un traitement de Reiki, j'ai été fait de la programmation neurolinguistique, j'ai fait de l'acupuncture. Fait que je me suis tournée vers la médecine alternative pour pas recommencer à prendre des médicaments pour justement, tu sais, je voulais que le travail, je puisse le faire de façon plus adéquate à mes réalités, à moi, puis à mes valeurs. Fait que ça a fait que aussitôt que je voyais que, oups, il y avait quelque chose, là, je me sentais comme en train de retomber, j'allais chercher des ressources vers la médecine alternative, puis j'ai pas retombé, puis ça fait depuis 97 que j'ai vécu la dépression. Puis des épreuves, j'en ai eu beaucoup à différents niveaux, mais tout ce bagage-là que j'avais cumulé avec les années a fait en sorte que Christine, elle n'a pas retombé, mais elle a appris. J'apprenais, quand je vivais un moment qui était tough, j'essayais de voir toujours le positif. Puis ce que je marque dans mes livres, dans les 2 livres que j'ai faits, ce que je marque dans mes livres, c'est vraiment mon cheminement. J'ai appris à dire non, j'ai appris à me respecter, j'ai appris à m'aimer, à voir le positif dans les difficultés, à faire ressortir des choses qui sont positives, qui m'ont fait du bien dans la journée. Fait que c'est toutes des petites choses qui font en sorte que même aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je continue à faire. Puis c'est comme ça fait partie de ma vie aujourd'hui. C'est bon parce que tu sais, ça t'a emmené à découvrir aussi une partie de toi que tu ne voyais peut-être pas nécessairement avant comme tu la vois aujourd'hui. Tu sais, tantôt, je parlais qu'il y avait un travail de solidité aussi à travailler avec soi. Est-ce que tu la sens, cette différence-là de solidité maintenant? Est-ce que tu sens qu'il y a un changement vraiment à l'intérieur de toi? Énormément, énormément. Aujourd'hui, je vais te dire que je sais plus la personne que je suis. J'ai confiance en la personne que je me suis bâtie, puis j'ai plus foi aussi en la vie que je l'avais. Quand je regarde Re-bienvenue Christine, on continue cette entrevue. On a dû couper quelques instants parce que justement, on aime bien tout ce qui est informatique, c'est très très utile, mais parfois aussi on est à la merci de la météo, ce qui a été notre cas ce matin. Donc, un petit orage qui s'est pointé à l'horizon. Donc, on a dû perdre notre signal quelques minutes. Donc, maintenant, on repart notre conversation. Donc, avant cette interruption, on parlait justement de devenir plus solide avec soi-même pour pouvoir être capable de pouvoir gérer après ça les événements de notre vie, les situations qui se placent, etc. Et je te demandais si toi, tu sentais que tu te sentais beaucoup plus solide avec toi-même et dans ta vie en général, si tu sentais une différence depuis cet événement-là. tout à fait. Tout à fait, parce que moi, lorsque j'ai vécu la dépression, avec tout ce chambardement que j'ai eu dans ma vie, j'ai pris conscience de la personne que j'étais. J'ai pris conscience de la personne qui était comme prisonnière de toutes ces peurs-là que j'avais en dedans de moi-même. Et ça m'a amené à déployer mes ailes, à sortir de mon cocon et à découvrir vraiment qui j'étais en tant que personne, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Puis ça m'a vraiment ouvert des portes incroyables sur moi-même. J'ai appris à dire non, j'ai appris à me respecter, j'ai appris à prendre ma place, à m'impliquer, à m'exprimer, à dire ce que je pensais, à accepter les conséquences aussi, parce que c'est une des choses, lorsqu'on accepte de dire ce qu'on pense, ça se peut des fois que les gens soient déçus, que les gens soient blessés, que ça fasse pas l'affaire de tout le monde, mais je pense qu'en tout cas, avec le temps, j'ai appris que tu peux dire les choses de façon délicate
en faisant passer le message qui se doit de passer. Parce que toi, moi, en tout cas, en parlant de toi, mais en parlant de moi aussi, c'est que quand on s'empêche de dire ce qu'on pense, de faire ce qu'on voudrait faire parce qu'on a peur de déplaire, on se déplaît à soi-même, donc on n'est pas en harmonie avec soi-même. C'est dur d'être authentique quand on n'est pas vrai avec soi. Donc, moi, c'est plus cette optique-là que je veux voulu m'en aller, dans le sens que c'est important pour moi de donner mes impressions, de donner de répondre, de dire des choses qui vont aller dans le sens de mes valeurs, dans le sens de la personne où je suis, dans la personne qui est en évolution. Puis j'ai compris qu'avec les années, que c'est pas grave, que même si des fois tu t'affirmes, au contraire, il y a des gens qui n'osent pas le dire, mais toi, tu es capable de le dire, puis il y a des conséquences qui vont avec ça, mais c'est correct. C'est là qu'on est rendu dans notre vie, puis on va dealer avec avec les conséquences. Si on va se présenter, anciennement, ils ne se présentaient pas nécessairement les conséquences, mais moi, je croyais tellement qu'il était pour avoir des conséquences que je n'osais pas m'exprimer. Et ça m'amenait à faire des crises d'anxiété à différents niveaux pour différentes raisons. Fait que oui, aujourd'hui, je suis beaucoup plus solide, beaucoup plus en harmonie avec mon être. Je sais ce que je vaux en tant que personne. J'ai une grande confiance en moi. J'ai une bonne estime de moi. Puis le plus beau des cadeaux que je pouvais m'offrir, c'est d'être moi en harmonie avec la personne que je suis aujourd'hui. J'ai 47 ans, je vais avoir bientôt 48, puis je vais te dire que je me sens bien comme j'ai jamais été de toute ma vie. J'ai évolué dans ma vie, j'ai appris de chacune des expériences que j'ai vécues. Des fois, les gens, ils vont croire que parce que tu as un sourire, parce que tu arbores le bonheur, que tu n'en connais pas de difficultés, mais au contraire, j'ai fait le choix d'utiliser ces difficultés-là que la vie m'a envoyées comme un tremplin pour parvenir à un bon moment donné à me réaliser encore davantage. Ma plus grande réussite pour moi, aujourd'hui, c'est d'être moi. C'est bon parce que, tu sais, oui, ça t'a fait sortir de ton cocon. Moi, je dirais que c'est un peu l'âme aussi qui poussait à émaner, à prendre sa place, à devenir Tout à un fait. peu l'être de lumière qu'on peut être aussi, là. Tu sais, il y a différentes façons de voir les choses, mais c'est de devenir soi-même à travers ça. Et quand on parle que tu es devenu plus solide, ça te fait aussi voir un autre côté de toi que je suis sûre que tu n'avais même pas envisagé si on recule 10, 15, 20 ans avant, parce que cette expérience de vie-là t'a emmené à vouloir partager avec les gens ce que tu as vécu, ce qui fait que ça t'a emmené dans l'écriture. Tu es devenue écrivaine aussi suite à ça. Tu as écrit un livre sur la dépression qui s'intitule La dépression. Donc, justement, je disais, Christine, que cette expérience-là t'a emmené à écrire ton livre qui s'appelle La dépression, le plus beau cadeau de ma vie. Et c'est à travers ce livre-là que moi, j'ai connu un peu plus ton histoire, etc. Mais je dois dire aussi que ce livre-là, suite à l'avoir lu, que c'est pas nécessairement non plus un livre destiné juste aux gens qui font une dépression. Parce que tu donnes tellement de clés dedans, juste des petites prises de conscience, que je trouve que c'est un livre qui pourrait très bien être lu par n'importe qui, justement pour apporter des changements dans leur vie. Mais ce côté écrivain-là, je suis sûre que si on retourne quelques années avant, jamais que tu aurais pensé que tu aurais pu en arriver là un jour. Jamais j'aurais pensé un jour écrire un livre. Sauf que je vais te dire, je sais que ça va venir peut-être dans une prochaine émission, mais là, présentement, je l'ai découvert, ça fait pas tellement longtemps. J'étais en train d'écrire mon troisième livre et moi, j'écris inspiré. C'est vraiment ce livre-là, le troisième, c'est un livre qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi, puis sur cette façon particulière d'écrire, qui est d'écrire inspiré. Et je croyais que j'avais terminé mon livre. Puis là, tout d'un coup, je sens en moi une poussée le matin. Moi, c'est quand j'étais inspirée, c'était très tôt le matin, 5h, 5h30. Puis là, ça me dit, tu vas écrire la fin. À propos de l'auteur, là, tu vas le réécrire. Je dis, ouais. Là, je m'ostine avec moi-même parce que je me dis, mon livre, moi, je l'ai terminé. Mais c'est pas ça le message qu'il faut que je laisse aux gens pour la fin de ce livre-là. Fait que j'ai tout refait au complet à propos de l'auteur. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'ai commencé à faire de l'écriture guidée
inspirée plutôt lorsque j'étais en secondaire 3 suite à un camp pastoral que j'avais fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire guidée par mon âme, guidée par mon cœur. J'écrivais des lettres à différents niveaux pour différentes choses, à différentes personnes. Mais j'écrivais. C'était assez incroyable. J'ai écrit souvent pour régler des conflits, pour me libérer, en tout cas pour faire un nettoyage un peu. Mais j'ai jamais pensé que je deviendrais auteur. Puis c'est en écrivant mon troisième livre que justement, là, ça a remonté, puis ça m'a dit, regarde, Christine, tu vois, t'écris inspirée depuis que tu es en secondaire 3. Depuis que tu as fait ton camp pastoral en secondaire 3, c'est là que vraiment tu as commencé à écrire inspiré. Puis en faisant un retour sur ma vie, euh, juste les derniers mois, ça m'a amené à réaliser qu'il y avait tellement de choses qui avaient été mises en place pour m'amener à être aujourd'hui l'auteur que je suis et que je deviens. Mes livres ont pris une certaine tangente. Le premier sur la dépression, qui explique comment j'étais en tant que personne anxieuse, euh, comment que j'ai vécu la dépression, comment je m'en suis sortie. Le deuxième pour expliquer les parcours qu'il a fallu que je fasse, vivre des premières fois, sortir de la zone de confort. Et le troisième qui parle du bonheur. C'est tout un chemin qui est complètement différent, mais le troisième, bien qu'il marche, il va dans une suite de, de choses, il n'est pas pareil du tout, puis il n'est pas écrit de la même façon que les deux premiers. C'est complètement différent, puis c'est ça. Tu sais, est-ce que j'aurais pensé que j'aurais écrit un livre plusieurs années plus tard? Non. J'avais comme dans le projet, mais de là à être édité, de là à avoir un best-seller, de là à faire des salons du livre, non, c'était pas dans mes projets parce que j'étais une personne tellement gênée que jamais j'aurais pensé ça, même faire des conférences. Je n'étais même pas capable de faire un oral quand j'étais au secondaire. Mais c'est la vie qui a tout mis en place pour m'amener justement à déployer mes ailes puis à être la personne que je suis aujourd'hui. Oui, puis dans tes livres, tu sais, on voit l'évolution aussi qui s'est fait sur toi. Donc, c'est sûr que les livres peuvent pas être pareils parce que toi, tu n'es plus la même personne aussi. Mais ça Tout t'a à fait. permis aussi de prendre conscience que cette force-là, tu l'avais, mais tu l'avais un peu mis de côté. Tu n'étais pas assez à l'écoute de toi-même. Christine, on parlait justement que toutes ces expériences de vie-là t'ont emmené à voir une partie de toi que tu ne connaissais pas, qui était le côté auteur, mais ça t'a aussi emmené à voir le côté conférencière aussi que tu connaissais pas, Oui. devoir parler devant des groupes, ce qui n'est pas nécessairement évident pour une personne qui, justement, va faire de l'angoisse, qui a des peurs de s'afficher, qui a des peurs de prendre sa place. Comment tu as vécu cette expérience-là? Ben moi, je te dirais que lorsque j'étais pas au primaire, au secondaire, puis que j'avais des orales à faire, j'étais une personne tellement gênée que j'étais pas capable de faire des orales. Je me trouvais toutes sortes de défaites pour pas les faire, mais je devais les faire. Puis quand j'arrivais en avant du groupe, c'était épouvantable dans ma tête puis dans tout mon corps, là, parce que j'étais tellement gênée que ça demandait un effort surhumain. Puis souvent, ben, j'avais pas des hautes notes parce que j'étais tellement gênée que j'oubliais mon texte, que je bafouillais, puis en tout cas, c'était vraiment pas terrible. Lorsque j'ai vécu la dépression en 97, ce que ça l'a fait, c'est comme j'ai dit, c'est que ça m'a tellement amené à sortir de mon cocon que ça m'a permis de prendre conscience de qui j'étais. Fait que j'ai développé des aptitudes qui m'ont permis de découvrir que j'avais un certain leadership, que j'étais capable de capter l'intérêt des gens en parlant. Puis là, ben, graduellement, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à m'impliquer, à prendre ma place dans les groupes que j'étais. Ça m'a mis en confiance. Fait que graduellement, ça m'a amené à aller rencontrer des gens. Puis là, moi, quand j'ai vécu la dépression, le titre était tout de suite dans ma tête. Je vais faire une conférence, ça va s'appeler La dépression, le plus beau cadeau de ma vie. C'est plus tard que le livre est venu, mais j'avais une amie qui travaillait dans un organisme en santé mentale. Fait que quand je lui en ai parlé, j'ai dit, moi, j'aimerais ça faire des conférences. Je le sens dans mes tripes, là, il faut que je m'en aille là-dedans. Fait qu'elle, elle me dit, ben garde, viens l'essayer. Fait que quand j'ai été l'essayer chez eux, il devait y avoir à peu près 10 personnes qui étaient assis sur des chaises alentour de moi. Puis pendant que j'étais en train de faire ma conférence, il y en a une qui est à ma droite,
Et elle pleure, mais elle pleure. Fait que là, je regarde mon amie, puis je me dis, ben là, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Non, elle dit, continue. Fait que je continue à faire ma conférence. Quand j'ai eu terminé, là, mon amie vient me voir, puis elle me dit, Christine, c'était génial. Si tu as réussi à toucher elle, c'est parce que tu peux en toucher d'autres. Fait qu'elle dit, je t'engage pour faire une conférence publique le 5 mai de la même année. Fait que là, vraiment, j'étais vraiment contente. Quand j'ai sorti mon livre, j'ai pu faire beaucoup de conférences dans mon milieu. J'ai été voir des conférences à des salons du livre à Edmundston, j'ai été à Laval, à Longueuil, j'ai été dernièrement à Saint-Jérôme faire une conférence. Moi, quand je suis sur une scène, je veux dire, je m'éclate. La personne qui était gênée, qui était timide, qui manquait de confiance, qui n'était pas capable de parler devant les gens, qui s'arrêtait de par le fait que j'avais pas de diplôme sur mes murs à justement à me dévoiler. Aujourd'hui, je suis en confiance, puis quand que je parle à des gens, là, vraiment, je rentre dans un élément, là, de la tête aller jusqu'au bout des cheveux, là, je le ressens, là. Je le sens que c'est vraiment ça dans lequel il faut que je m'en aille. Fait que être auteur, faire des conférences, je trouve que ça fait quand même un beau mariage, toutes les deux. Fait que quand je pars, ben, les gens, ils peuvent soit continuer à lire mes livres, parce que c'est un peu le message que je laisse, autant dans un que dans l'autre. Comme c'est moi qui ai écrit mes livres, comme c'est moi qui fais mes conférences, c'est du vécu, c'est pas des romans, c'est vraiment ce que moi, peu importe la question que les gens vont me poser, je peux répondre parce que je le sais. J'ai fait ça, tout ce bagage-là. Puis le dernier, ben, ça va être pas mal différent. Donc, Christine, on parlait justement, tu sais, tout ce côté-là des conférences qui se sont installées avec le temps, puis tout ça. Puis, oui, effectivement, c'est important de suivre sa guidance intérieure, son appel intérieur, parce que des fois, ça peut nous mener tellement dans quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Je pense que j'en ai déjà parlé. Tu sais, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que thérapeute. Je travaillais chez moi. Dans mon idée, c'était je travaillais avec mon petit bureau à la maison, puis c'était bien correct pour moi. Et moi aussi, j'ai travaillé beaucoup en écriture automatique et en écriture inspirée. Et ce qui me venait souvent pendant longtemps, c'était devoir parler devant les gens. Mais à chaque fois que je recevais des messages comme ça, je disais, non, non, c'est correct, je ne parlerai pas devant les gens, tu sais. Et un jour, j'ai un salon à faire et les gens qui organisaient le salon me demandent si je veux faire une conférence. Mais moi, à chaque fois qu'on m'avait demandé ça, je disais toujours non. Je laissais la place aux autres. Mais eux ont fait une liste de oui et de non. Comme par enchantement, mon nom s'est ramassé sur la mauvaise liste. Donc, malgré que j'ai dit non, mon nom s'est ramassé sur la liste des oui. Et ils ont fait une pige au sort parmi tous les gens qui avaient dit oui parce qu'ils ne voulaient pas faire de favoritisme. Et mon nom a sorti. Sauf que je l'ai su pratiquement à la dernière minute parce que j'ai posé la question, j'ai eu l'instinct de poser la question à la personne de savoir qui étaient les conférenciers parce que sinon je ne l'aurais même pas su. Je l'aurais su la journée du salon. Mais malgré tout ça, j'avais 2 semaines de préparation, mais pendant ces 2 semaines-là, je n'arrivais pas à préparer quoi que ce soit. Et la journée que je suis arrivée au salon, il y a une personne que je connais qui est habituée de faire des conférences, qui est venue me voir puis qui me dit ça ne donne rien de toute la préparer d'avance. Fais-la par instinct. Vas-y avec tes ressentis parce que c'est là-dedans que tu as de bonnes capacités. Puis, en y allant avec tes ressentis, tu vas y aller aussi avec ce que les gens de la salle ont besoin. Et c'est ça que j'ai compris aussi avec le temps, que peu importe le titre de ma conférence, même si c'est le même titre, je pourrais la faire 10 fois, puis il y a des choses qui vont se ressembler, mais il y a toujours des choses qui changent parce que ça va avec les gens qui sont dans la salle et ce qu'ils ont besoin de recevoir aussi. Et tu vois, moi, j'avais accepté de faire la première conférence. J'avais 20 minutes à faire, mais j'ai trouvé ce 20 minutes-là tellement long. Puis je me disais, ils ont oublié de venir me chercher, ça se peut pas, le temps. Ils ont oublié le chronomètre, quelque chose. Et la conférence d'après, j'avais 45 minutes à faire. Et quand on dit qu'il faut apprendre à se faire confiance, quand que je suis arrivée pour la conférence de 45 minutes, je me disais, hey, j'ai eu de la misère à faire 20 minutes la fois d'avant. Comment je vais faire pour remplir 45 minutes? Et quand je suis arrivée à la salle de conférence, la salle, elle était pleine. Et je demande à la fille qui s'occupait de la salle, j'ai dit, j'ai la conférence qui était là avant, j'ai le conférencier qui était là, ça devait être super bon son sujet pour que la salle soit pleine. Puis c'était une salle de 125 personnes.
Et la salle était complète et il y avait des gens debout, adossés au mur. Et la fille me répond, non, ça n'a rien à voir avec ta conférence d'avant. La salle vient de se remplir pour ta conférence. Fait que la petite fille qui ne se faisait pas confiance a dû la faire, cette conférence-là. Et j'ai fait 45 minutes, puis ils ont dû venir me chercher pour me sortir de là cette fois-là. Pour me dire, là, c'est assez, il faut que tu m'arrêtes. Et depuis ce temps-là, c'est comme ça mes conférences, ils fonctionnent. J'y vais toujours aussi par ressenti. Mais si j'aurais dit la première fois de tout, dire hey, non, moi je ne veux pas y aller, je ne veux pas l'essayer, je ne me fais pas confiance, j'y vais pas, j'aurais pas arrivé à la faire. Mais tout ça a fait que j'ai commencé, oui, à avancer dans les conférences. Je suis devenue formatrice. Je donne des cours, je fais des conférences ici et là, dans les salons. Et tout ça, de fil en aiguille, m'a aussi fait ouvrir un groupe sur Facebook où je partage des écrits. Ça m'a emmené à l'émission radio, ça m'emmène aux entrevues vidéo. Plein de projets qui se placent devant moi que je n'aurais pas vu avant. Donc oui, c'est important de se faire confiance, peu importe. Et c'est justement par essai, erreur, qu'on voit quelle est notre force. Puis c'est pas parce qu'on a fait une dépression qu'on n'est pas capable, nous non plus. Oui, les premiers pas peuvent être difficiles, mais j'essaye. Ça n'a pas marché. Faut pas le voir comme un échec, dire c'est une expérience de vie, tout simplement. J'avais juste à faire l'expérience. Qu'est-ce que j'ai à changer? Et je fais un autre pas, tout simplement. Puis de ne pas se remettre en doute, puis de ne pas se mettre de pression, puis de dire hey, il faut absolument que je prenne tout le poids du monde sur mes épaules, ou il faut que je sois la meilleure, etc. Je fais mon possible, tout simplement. Tellement, tellement. Écoute, je t'écoute parler, puis ça me ramène à mon deuxième quand que je dis, tu sais, c'est pas de vouloir épater la galerie, c'est d'être bien avec soi, puis c'est de monter une marche en la fois en se respectant. Si toi, tu montes une marche, puis tu vas rester là pendant un certain laps de temps, c'est correct. Graduellement, tu vas être capable de monter à la deuxième, mais c'est important que tu te respectes. Puis souvent, quand on est en dépression ou qu'on vit de l'anxiété, les gens dans notre entourage, voulant bien faire, vont dire, ben, tu sais, regarde, tu sais, en voulant comme nous brasser un peu, puis dire, regarde, tu sors dehors, fais de quoi de ta peau, tu sais, puis c'est de pousser. Sauf que ce que je trouve important, c'est de vraiment dire, oui, je vais y aller, mais quand moi, je vais être prêt. Je vais faire des choses quand moi, je vais être prêt, puis c'est de se donner le droit d'y aller à son rythme, dans le respect de la personne où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on veut aller aussi. Moi, j'ai gravi les marches quand même assez vite. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais je me suis toujours respectée. Puis une des choses que je suis assez fière de moi aujourd'hui, c'est que malgré tout ce que j'ai vécu en tant que personne anxieuse, les crises que je faisais, l'hyperventilation, les pertes de conscience que j'ai eues dues à ce stress-là qui prenait place dans mon être, c'est que j'ai jamais fait quelque chose que j'aimais pas. Donc, Christine, avec tout ça, on voit les changements que toute la dépression a pu t'apporter, tout le bien-être aussi que ça a changé parce qu'éventuellement, avec tout ça, on voit tout le changement dans ta vie que ça a pu faire et que maintenant, tu apprends à être à l'écoute de toi. Tu as appris à devenir conférencière, auteur, pour pouvoir aider des gens aussi autour. Pour les gens qui seraient intéressés à communiquer avec toi, soit pour les encourager, soit pour, des fois, ça peut être juste un outil qu'ils auraient besoin ou juste besoin de te parler. Est-ce qu'il y a des façons que les gens peuvent te rejoindre? Ben, présentement, je te dirais que c'est plus par Facebook parce que mon site web est en reconstruction. Il va falloir que je refasse complètement mon site web. Alors, c'est beaucoup plus par Facebook ou via courriel à christine.dub40@yahoo.fr. Donc, c'est deux façons présentement que les gens ont de me rejoindre. Puis via Facebook, je réponds à tous les messages que je reçois. J'ai une page publique qui s'appelle La dépression, le plus beau cadeau de ma vie. Et là, j'ai des gens de partout, de l'Europe, de la France, de l'Algérie, de la Suisse qui me suivent sur cette page-là. Donc, c'est vraiment ce lieu-là, présentement, qui est le plus accessible. C'est dommage, mais c'est ça.
Ben, c'est au moins les gens peuvent te rejoindre, tu sais, éventuellement, Ouais. quand le site Internet sera monté, peut-être de faire des recherches de temps en temps. Si je me trompe pas, ton site Internet, je crois que c'est christinedubois.com ou peut-être qu'il va changer de Ouais, nom. mais là, présentement, non, c'est ça, il est en restructuration, fait qu'il OK, n'existe plus présentement, là. Fait que c'est OK. pour ça que c'est vraiment plus la page Facebook et mon adresse courriel. OK. Fait que les gens pourront regarder sur Facebook et aller voir. Si toutefois ils ont de la difficulté à te rejoindre, qu'ils ne gênent pas, ils peuvent toujours aussi me laisser les messages pour que je puisse te les transmettre. Les gens pourront trouver les informations pour me rejoindre sur ouvertureducœur.net. Ils peuvent aller aussi sur traitementénergétique.com ou ils peuvent aussi me rejoindre via Facebook sans problème. Donc, je te remercie d'avoir été avec moi cet après-midi pour pouvoir parler dépression. Donc, les gens qui sont intéressés par ton livre, le titre, c'est La dépression, le plus beau cadeau de ma vie, qu'il est aux éditions Béliveau qui l'édite. Donc, les gens pourront faire une recherche pour trouver ton livre. Il est disponible pas mal partout sans problème. Donc, je te Oui. remercie. Ça me fait plaisir de pouvoir jaser avec toi et on pourra continuer un peu plus tard à jaser davantage de la suite on pourra partager avec les gens sur tes autres livres que tu as écrits. Un qui est déjà sorti et un autre qui est comme en train d'être terminé très bientôt, je crois. Donc, Oui. on pourra revenir sur le sujet un peu plus tard, mais pour terminer, je dirais pour conclure, ce qui serait peut-être le mot le plus important, c'est de ne pas se gêner quand on sent qu'on a un problème, de demander de l'aide, de ne pas avoir honte, de demander cette aide-là, que ce soit un médecin, un thérapeute, etc. Parce que justement, des fois, j'aime pas nécessairement dénigrer le côté médical, mais j'ai déjà vu des gens qui avaient des dépressions qui les emmenaient à des tentatives de suicide, puis que les médecins n'avaient pas nécessairement tout pris au sérieux et les gens avaient refait des tentatives. Donc, si ça ne fonctionne pas à une porte, gênez-vous pas pour aller voir à une autre porte. C'est pas parce qu'il y en a une qui s'est fermée que tout est désespéré. Donc, permettez-vous d'aller cogner à une autre porte, peu importe, puis demander cette aide-là, tout simplement. Mais oui, il y a des choses qui peuvent être faites. C'est juste d'aller dans la compréhension de ce malaise-là et de travailler sur soi, de travailler mieux une compréhension de qu'est-ce qui m'emmène là aussi. Oui, tellement important. Ben, merci à toi, Isabelle. Écoute, moi, c'est un cadeau de la vie de pouvoir partager ma passion avec toi. Puis c'est une expérience de faire le Skype aussi. C'est pas évident tout le temps, mais vraiment, là, c'est moi, je me trouve bénie d'avoir la possibilité d'être en contact avec des gens de ta nature, de ta qualité. Donc, merci du fond du cœur. Merci. Ben, ça m'a fait plaisir Bye! et on repartage un petit peu plus tard. C'est beau, merci. Bye!